Ok, bonjour à tous. On est très heureux en ce 12 septembre 2023 de vous accueillir pour la rentrée avec le deuxième épisode de la série Recherche en soins dans les DOM. Donc, c'est un grand plaisir pour Jean et moi-même de faire partie du GIRCISO et d'animer ces webinaires avec nos partenaires d'outre-mer. Voilà, on a de beaux projets qui vont être présentés. On va d'abord passer la parole à Céline Minchaka, qui est notre homologue référent pour le CHU de la Martinique. Et ensuite, peut-être pour comment ça va se passer. Donc, il y aura une introduction par Céline Minchaka, puis la présentation du projet par Sophia Sabine et Aurélie Pommier. Ce sera suivi de questions. Pour les questions, donc je vous invite, comme vous n'avez pour l'instant pas, vos micros ne sont pas ouverts et vous ne pouvez pas les ouvrir. Donc, on vous invite à utiliser le chat pour poser vos questions. Donc, on prendra un petit quart d'heure après la présentation de Sophia et Aurélie. Ensuite, c'est Mariola Cano-Sanchez qui nous présentera son projet. Et puis, pareil, on aura du temps pour répondre à vos questions. Donc, voilà, bon webinaire à tous. Je ne sais pas, Jean, si tu as quelque chose à rajouter. Non, juste bonjour à tous et merci d'être présent à ce webinaire et puis merci à tous nos intervenants d'aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez avec nous, surtout qu'avec le décalage horaire, il est tôt quand même, il faut le souligner. Céline, c'est à toi. Alors, vous voyez mon bonjour à tous. Alors, je suis Céline Minchaka-Perrochot, je suis donc la coordinatrice paramédicale de la recherche au CHU de Martinique. Et donc, nous allons vous présenter aujourd'hui deux des projets qui ont été financés et accompagnés par le CHU de Martinique. Donc, d'abord, une petite introduction avant de vous présenter mes collègues. Donc, comment se passe la recherche scientifique pour les professionnels paramédicaux en Martinique? Donc, je vous resitue rapidement quand même notre petite île qui se trouve en Amérique. C'est un des départements français d'outre-mer. La toute petite île que vous voyez là, qui fait 1100 km² uniquement. Donc, comme vous pouvez le remarquer, en fait, on a l'espace de la Martinique où, en fait, on a les hôpitaux qui sont vraiment tous concentrés sur le centre de l'île. Nous faisons partie toutes les quatre du CHU de Martinique. Nous avons plusieurs hôpitaux. Donc, on a Mariola qui fait partie de l'hôpital qui est sur Fort-de-France, hein, sur la capitale, et les kinés avec qui je suis et moi, nous sommes sur l'hôpital du Lamentin. Alors, jusqu'à il y a très peu de temps, la délégation de la recherche clinique et de l'innovation du CHU de Martinique avait un rayonnement jusqu'en Guyane. Donc, jusqu'à peu de temps, la Guyane pouvait bénéficier des experts de la Martinique. Ils ont maintenant leur propre DRCI. Ils sont rentrés d'ailleurs aussi dans le GIRCI. Et aujourd'hui, la Martinique s'occupe de tout son territoire. Alors, quelle coordination il y a entre notre CHU et nous, les paramédicaux, en tout cas dans l'impulsion pour que les paramédicaux fassent de la recherche? Eh bien, premièrement, nous avons la chance que notre directeur général, M. Lebrière, soit administrateur suppléant du GIRCISO. Ensuite, la direction coordination générale des soins a créé une sous-commission recherche déjà depuis plusieurs années. À l'intérieur même de la coordination générale des soins, nous avons un cadre supérieur qui a donc le dossier recherche. Un cadre coordonnateur a été nommé à 50%, donc c'est moi-même pour vous servir. Et je suis également correspondante du GIRCISO pour là notamment le webinaire, pour les APIRES, etc. Et nous avons également un poste de chargé de mission à temps plein qui a été créé, mais qui n'est pour l'instant pas encore pourvu.
Alors, j'ai aussi la chance d'être en collaboration étroite avec la DRCI. Donc, je fais partie intégrante du comité IRB. Donc, le comité IRB, c'est le comité éthique qui délibère sur les projets hors loi Jardé, notamment. Je fais également partie du bureau et du comité scientifique de la DRCI. Donc, ils font vraiment la place aux paramédicaux. La coordination paramédicale de la recherche fait partie aussi intégrante du comité d'orientation stratégique de recherche et d'innovation qui est présidé par le directeur général du CHU. Ensuite, nous avons également la chance d'être associés aux différents appels à projets. Il y a un appel à projet local qui est dédié aux paramédicaux et on a également été associés pour les ateliers d'écriture d'articles scientifiques. Donc, comment ça se passe? Eh bien, comme je vous ai dit, tous les ans, il y a un appel à projet local qui est sanctuarisé spécialement pour les paramédicaux. Donc, les paramédicaux peuvent présenter leurs différents projets. Et avant d'arriver à la DRCI au niveau de la méthodologie, eh bien, il y a le cadre coordonnateur qui va accompagner sur toute la phase préliminaire de l'idée jusqu'à la question de recherche, puis la recherche bibliographique, la rédaction du rationnel et des objectifs. Ensuite, c'est la DRCI qui prend le relais avec l'équipe de méthodologistes, les attachés de recherche clinique et toutes les autres compétences de la maison de la recherche. Donc, voici plusieurs études scientifiques qui sont portées actuellement par des paramédicaux dans notre établissement. Donc, on a ISOPARC, c'est vraiment le tout premier projet paramédical financé au CHU de Martinique qui vous sera présenté par Sophia et Aurélie. Il y a ValResSiC qui est le deuxième projet validé pour les paramédicaux et c'est Mariola qui va vous le présenter. Donc je dirais, la seule infirmière en pratique avancée du CHU de Martinique. Et on a d'autres projets qui sont portés par des paramédicaux, donc Dégludgé par un IDE, Simon par un aide-soignant, Vitalité par une infirmière, Paprika par un manip radio, Eroma par un kiné hors du CHU, donc libéral, Valentin par une AS et Musicaire par une IDE. Et nous avons également des accompagnements en cours, donc qui donneront probablement lieu à un émargement soit à l'APL, soit à la PIRES, soit au PHRIP, on verra. Donc une sage-femme qui veut présenter un projet par rapport à la biberonnerie, deux infirmières sur des projets de recherche sur la simulation en santé, une ergothérapeute autour de l'AVC, un cadre IDE sur un projet de recherche sur le management et l'encadrement, et une kiné sur la drépanocytose et une psychologue qui s'est également rapprochée de nous. Donc voilà pour la présentation de l'organisation de la coordination de la recherche pour les paramédicaux au CHU de Martinique. Et je vais vous présenter rapidement nos oratrices. Donc, comme vous avez compris, ce sont deux kinés et une IPA. Donc, d'abord, Sophia Sabine, qui est kinésithérapeute. Elle est investigatrice principale sur l'étude ISOPARC, qui va présenter à deux voix avec Aurélie Pommier, sa collègue, qui est technicienne d'études cliniques sur l'étude ISOPARC. Et ensuite, donc, ce sera Mariola Cano-Sanchez, qui est infirmière de pratique avancée, doctorante et investigatrice principale de l'étude ValResSiC. Voilà. Merci Céline pour cette présentation. Ça donne bien envie, ça montre un peu une diversité de projets et un dynamisme. Vous avez de la chance d'avoir un APL dédié. Franchement, c'est super. Donc, tu nous as pas beaucoup parlé de tes propres projets, mais bon, ce sera peut-être pourra faire l'objet d'un webinaire à part entière. Donc, je vais laisser la main à Sophia et Aurélie pour les questions d'ordre général sur l'organisation CHU de Martinique. On y reviendra à la fin, mais donc je parle aux participants. Vous pouvez d'ores et déjà
les noter dans le chat. Non, il n'y a pas. Non, tu n'as toujours pas donné la main. Ça y est. C'est bon. Oui, c'est bon, on voit. Par contre, on l'a en mode présentation. Bah, sinon, j'éteins la télé. Hein. Et là, vous l'avez. C'est bon. Et si je le mets en mode présentateur, non, c'est bon? Non, c'est bon. Ouais, ok. Non, non, c'est toujours en présentation. Ah. Juste avant, c'était bon. Peut-être refermer, réouvrir comme vous avez fait juste tout à l'heure. Voilà, c'est bon comme ça. Voilà. Par contre, il faudra parler plus fort, mesdames. Oui. Vas-y. Okay. Ah. C'est pour ça qu'on est bien. C'est pas vrai. Oui, pour la petite histoire, pour les participants, on a Sophia, Aurélie et Céline qui sont dans le même bureau. C'est tchouk. Voilà. Oui, donc bonjour, je peux commencer? On les entend? Non, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas commencé. Allô? Allez-y. C'est bon? Parlez fort. On nous entend? Allez-y, parlez fort pour voir si on vous entend. Oui, bonjour. Vas-y, allez-y, commencez à présenter pour voir si… Bonjour. Sophia Sabine, donc ma kinésithérapeute, donc je suis investigatrice principale de l'étude ISOPARC. Vous entendez? Vous entendez? Ben, pas… Je pense qu'il faudrait peut-être que Sinon, on allume leur vous micro, alliez mais ça va faire. devant l'ordinateur de Céline, si c'est possible. Et ben voilà. Ou Céline, si tu éteins ton micro et que vous allumiez votre micro. Tu gères Pour passer les salles. Allez, on change. On va s'en sortir. Wow. Si. Là-dessus. D'accord. Hein? C'est bon. C'est bon Vous là? pouvez y aller. C'est bien. On nous entend. Alors bonjour à tous. Donc Sophia Sabine. Donc je suis investigatrice principale donc de l'étude ISOPARC. L'étude ISOPARC étudie l'impact de l'isocinétisme sur les troubles de la statique rachidienne du patient parkinsonien. Effectivement, c'est une étude qui a été validée en 2019. C'est la première étude paramédicale qui a, comme disait Madame Minchaka, qui a été validée, financée par le CHUM et validée par le comité de protection des personnes. Et puis, je voulais faire aussi un petit coucou à Maud Dougal qui a initié cette étude, qui est partie entre-temps du service. Et donc, j'ai un peu repris le bébé avec les collègues du service de MPR. Je pense que Mariola devrait couper son micro. Merci. En fait, je ne peux pas. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais je clique et ça ne fonctionne pas. Alors, je continue. Donc, les principaux acteurs de l'étude, donc bien évidemment le promoteur, le CHUM, la méthodologiste, un référent projet de la DRCI et un ARC moniteur.
et l'investigateur principal. Alors, il va falloir recommencer. On ne vous entend plus. Je ne sais pas pourquoi le micro est fermé. Je vais... Là? Oui, là, c'est bon. Ok. C'est bon? Ouais. Oui, alors, donc je disais que pour la justification de l'étude, on sait que de nombreux patients parkinsoniens présentent des troubles posturaux avec une projection antérieure du rachis. Et en fait, ces patients présentent aussi une forme atypique de la maladie de Parkinson. Et également, la problématique qui se pose, c'est que les troubles de la posture sont moins efficaces, enfin, l'efficacité de la dopathérapie est moindre chez ces patients qui présentent les troubles posturaux. Donc, c'est la raison pour laquelle la rééducation par la kinésithérapie est importante et primordiale même. Et donc, les exercices de kinésithérapie vont stimuler les muscles érecteurs rachidiens et vont diminuer la projection antérieure du rachis. Donc, pour ce faire, donc, en fait, c'est la rééducation kinésithérapique associée à l'isocinétisme dans le cadre de notre étude. Donc, l'isocinétisme, c'est une méthode d'évaluation de la force musculaire et de renforcement à l'aide d'un dynamomètre. Donc, il y a un petit schéma là qui présente l'appareil qu'on utilise. C'est bon, on peut passer. Nous, on ne voit pas tout de suite. Ouais, ça y est. Okay. Alors, l'hypothèse serait que l'isocinétisme qui permet un effort maximal durant toute la course du mouvement stimule davantage les muscles érecteurs rachidiens, ce qui potentialiserait les effets de la kinésithérapie conventionnelle. Ce qui fait que la rééducation sur isocinétisme plus la rééducation, le gain qu'on obtiendrait, plus la rééducation conventionnelle serait supérieur au gain avec la rééducation uniquement conventionnelle. Bon. Alors, objectif principal et critères de jugement. Donc, l'objectif principal, c'est de comparer les effets de la rééducation kinésithérapique conventionnelle associée à l'isocinétisme sur la posture des patients atteints de syndrome parkinsonien vs la rééducation kinésithérapique conventionnelle. Le critère de jugement principal donc, par rapport à la posture, c'est la mesure de l'agite sagittale en T1 avant et après la prise en charge. Donc, ce critère-là, ma collègue Aurélie l'expliquera un petit peu plus en détail puisque ça fait partie du bilan, quoi. C'est bon. Ok, donc alors, les objectifs secondaires et les critères de jugement secondaire. Donc, sur la posture, on va mesurer l'angle crânio-vertébral, l'angle de la syphose thoracique, l'angle de la lordose lombaire et l'alignement de la masse corporelle, ainsi que l'axe en C7-S2. Concernant la gravité, le centre de gravité, donc, ce sera par une épreuve de stabilométrie statique sur un appareil qu'on appelle SATEL. Pour la force des muscles spinaux, on va tester les muscles spinaux avec un test qu'on appelle le Sorensen. Et puis, il y aura également le test en isocinétique du rachis. Et concernant l'équilibre, c'est l'échelle de Berg qu'on utilise, le time up and go. La vitesse de marche donc, sera testée sur 10 mètres. L'endurance à la marche sera testée par un test de 6 minutes de marche. Et puis, la peur de chuter, c'est un questionnaire Activity Specific Balance Confidence Scale, donc ABCS. Donc, ça, c'est pour les objectifs secondaires et les critères.
Donc, le schéma de l'étude, c'est une étude observationnelle, prospective. Il y a 2 groupes en parallèle. Elle est monocentrique, randomisée et sans insu. C'est bon. Alors, l'éligibilité, donc les critères d'inclusion. Donc, il faut évidemment que le patient soit atteint de la maladie de Parkinson ou d'un syndrome parkinsonien atypique, qu'il soit âgé de plus de 18 ans, un patient qui présente des troubles de la posture avec une flèche cervicale supérieure à 6 cm dans un plan sagittal et ou l'axe C7S2 différent de 0 dans un plan frontal. L'UPDRS, qui est un test qu'on utilise donc pour les patients parkinsoniens, doit être compris entre 10 et 25 sur 108. Le traitement parkinsonien doit être stabilisé depuis 8 semaines. Et puis, on utilise un test de MoCA, Montreal Cognitive Assessment, qui doit être supérieur à 25. Donc, c'est un test qui est fait par les neuropsychologues. Les critères d'exclusion, donc le patient atteint d'une affection neurologique autre que le syndrome parkinsonien, le patient présentant une affection rhumatismale avec antécédent de chirurgie du tronc ou porteur d'un stimulateur cérébral et une pathologie cardiaque non stabilisée. Donc, la taille, durée et retombée attendue de la recherche. Donc, on a 30 patients à inclure. Il y a 34 mois d'inclusion, 8 semaines de participation de chaque patient et les retombées, les 36 mois, l'étude dure en totalité 36 mois. Donc, les retombées attendues pour l'étude, alors compte tenu du faible nombre de sujets inclus, il n'y aura pas de profonde modification à la rééducation du patient parkinsonien, mais elle pourra être pilote d'une étude de plus grande envergure. Et pour le patient, donc, comme je le disais tout à l'heure, le gain sera supérieur aux effets de la rééducation conventionnelle. Donc, un meilleur maintien postural devrait diminuer les risques de chute et améliorer la qualité de la marche. Donc, le déroulé de l'étude, donc il y a la visite de pré-inclusion qui se fait de 6 mois à 1 semaine avant l'inclusion, donc qui est réalisée par les médecins co-investigateurs. Ensuite, il y a la visite d'inclusion, donc que je réalise. Et puis, lors de cette visite, j'informe le patient du déroulé de l'étude. Je vérifie les critères d'éligibilité, je fais signer le consentement et la randomisation. Puis, les patients sont vus donc la même semaine en bilan par les masseurs kinésithérapeutes qui sont en hospitalisation complète, donc dont Aurélie et une autre collègue. Et puis, la semaine d'après, les patients commencent en rééducation, donc en hôpital de jour. Et ils sont vus par les masseurs kinés, par les enseignants d'activité physique adaptée et par les ergothérapeutes et par les orthophonistes. Et la neuropsychologue aussi. Oui, du coup, bonjour à tous. Donc moi, comme ma collègue vient de dire, j'interviens sur les bilans. Les bilans, en fait, c'est une batterie de tests qu'on va faire passer aux patients dont la durée peut varier, mais qui est autour de 2 heures. Donc, on est 2 kinés à faire passer les bilans avec les patients. Donc, une collègue à moi et moi-même. On ne sait pas dans quel groupe appartient le patient, s'il est en groupe contrôle ou groupe témoin, pour limiter certains biais. Et en fait, chacune de nous, on aura un patient qu'on verra en entrée et ensuite on verra le même à la sortie pour refaire les mêmes bilans. L'idée, c'est de recueillir du coup les données nécessaires à l'étude et les bilans, ils se présentent sur différentes sections. Donc, on va chercher les données sur la posture, la marche, l'équilibre, la force musculaire et puis sur la peur de chuter du patient. Ouais. On va utiliser 2 principaux outils. Là, pour celui-ci, c'est le logiciel Adibas. C'est un logiciel de mesure et d'analyse de la posture corporelle en 3D. Ce logiciel, il va nous permettre de mesurer des distances, donc selon plusieurs axes verticales ou horizontales, et puis des angles également
dans plusieurs plans de l'espace. Donc, à gauche, on a le patient avec plusieurs distances. Et en fait, il s'agit de l'alignement de la masse corporelle du patient et donc sa posture globale debout. En haut, en rouge, on ne voit pas très bien puisque c'est tout petit, mais en fait, on a les angles de la lordose lombaire et de la syphose thoracique qui sont en fait les courbures rachidiennes dans le plan sagittal du patient. Et juste en dessous, on a une distance qui est en fait l'axe C7S2 du patient. Et là, on voit qu'il y a une déviation du coup de 27,46 mm sur la gauche. Oui. Alors, la gîte sagittale en T1, en fait, la gîte sagittale en T1, c'est l'angle formé par la droite qui va passer par la première vertèbre thoracique, donc T1, et la verticale qui va passer par le grand trochanter. En fait, cette mesure, elle nous permet d'objectiver la projection du tronc, soit en avant ou soit en arrière des articulations coxo-fémorales. Et dans notre cas, du coup, il s'agit de l'antiprojection du rachis. Du coup, je l'ai entouré en orange. C'est la grande ligne rouge et puis qui croise le petit trait bleu au niveau du grand trochanter. Le deuxième outil qu'on utilise, c'est l'appareil d'isocinétisme. C'est l'appareil d'isocinétisme. En fait, l'isocinétisme, c'est une contraction musculaire volontaire dynamique à vitesse constante. Et en fait, pour que la vitesse soit constante, il faut qu'il y ait une contre-résistance. La contre-résistance, elle est faite grâce à l'appareil qui est le dynamomètre isocinétique. Et la contre-résistance, elle est appliquée par l'appareil selon la force et sera adaptée en fait au patient parce que c'est selon la force que le patient va mettre sur la machine que l'appareil, en fait, plus on va mettre de force sur la machine, plus la résistance sera forte. L'appareil d'isocinétisme, donc, d'une part, il nous permet d'évaluer, donc nous, on l'utilise pour les bilans, mais comme on a dit, il permet aussi de faire la rééducation, puisque les collègues, enfin les patients qui seront dans le groupe contrôle auront de la rééducation sur l'appareil d'isocinétisme pour le rachis. Donc, dans notre cas, on l'utilise pour le rachis, mais on peut aussi l'utiliser, notamment, on l'utilise souvent chez les sportifs pour de la préparation physique ou en cas de blessure. Et puis aussi beaucoup pour les ligamentoplasties en fin de rééducation et en phase de réathlétisation. On peut aussi l'utiliser chez les patients lombalgiques chroniques qui ont des équilibres musculaires entre les fléchisseurs, donc les abdominaux, et puis les érecteurs du rachis, qui sont les extenseurs du tronc. Je laisse la parole. Ouais, normalement, c'est fini pour moi. Donc, le traitement, alors, donc une fois que les patients ont fini le bilan et sont définitivement inclus dans l'étude, la semaine d'après, ils commencent donc les séances de rééducation. Donc, ils ont 2 séances de 45 minutes par semaine, plus un programme d'autorééducation à domicile. Donc, en fait, on leur a préparé un livret d'autorééducation qui est au milieu, là, donc de l'étude Isoparc, dans lequel, je n'ai pas détaillé, mais dans lequel il y a une présentation de l'étude, un carnet de suivi où ils vont devoir, en fait, cocher les 2 jours dans la semaine où ils ont réalisé l'autorééducation. Donc, les 2 jours de cette semaine et l'heure également. Et puis, donc voilà. Et donc, ils ont tout le protocole d'autorééducation qui est assez similaire à ce qu'on leur fait faire durant la semaine de rééducation. Et du coup, ça leur fait, sur une semaine, ça leur fait 4 jours. S'ils suivent bien le protocole d'autorééducation, ça leur fait 4 jours pleins de rééducation de 45 minutes. Donc, en fait, ce protocole est inspiré du protocole de Graciès. Donc, le groupe expérimental va faire, donc, on disait tout à l'heure, de la kiné conventionnelle et de l'ISO. Et le groupe contrôle va faire donc de la kiné conventionnelle
plus 15 minutes de renforcement des extenseurs du rachis. Donc, sur la première petite vidéo, enfin, c'est un diaporama, il y a tous les exercices qu'on leur fait faire. Donc, c'est essentiellement des étirements et en alternance avec du renforcement des membres sup, des membres inf. Et puis, ils font également de la marche et voilà, essentiellement voilà, étirement toujours. Voilà, là, on montre tous les exercices d'étirement qui font des membres inf, la marche à grands pas et puis le renforcement des érecteurs rachidiens qui est très important dans le cadre de notre étude. Voilà. Et donc à côté, il y avait aussi une petite vidéo, la même en fait, d'un autre patient qui a participé. C'est le patient M2, je crois d'ailleurs, qui a participé, enfin patient 2, qui a participé à l'étude. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Ouais, ok. Ouais. Combien de temps on a fait? Je sais pas. Merci beaucoup pour votre présentation. Franchement, c'est top. Et puis les illustrations aussi, c'est super. On voit bien ce que vous leur faites, ce que vous leur faites faire. Peut-être en attendant que des questions, que les participants la digèrent et puis puissent poser les questions. Moi, j'ai une question déjà. Est-ce que les patients acceptent bien d'être sur l'appareil? Ça a l'air assez impressionnant. Donc, je voudrais savoir comment ils réagissent quand on les installe dans le dispositif. Sur l'appareil d'isocinétisme, au départ, oui, ils sont un peu effrayés. Mais en fait, souvent, on s'installe, nous, on leur montre comment ça fonctionne et ensuite, on passe au test et tout de suite, ils s'adaptent à la machine et ils trouvent que ça fait un peu futuriste, donc ils aiment bien. Oui, je crois qu'ils sont habitués aussi, enfin, certains patients font aussi de la rééducation. Avant de rentrer dans le protocole, ils font de la rééducation dans les cabinets de kinésithérapie. Donc, même s'il n'y a pas effectivement cet appareil-là, mais ce sont des patients quand même qui ont l'habitude de faire des efforts. Et c'est vrai que quand ils voient la machine, comme dit Aurélie, ça les impressionne. Mais en même temps, Ils sont intrigués. ils sont intrigués et même pendant la visite d'inclusion, je sens bien qu'il y en a qui aimeraient bien effectivement faire partie du groupe de l'isocinétisme en fait. Ok, merci pour votre réponse et merci pour votre présentation qui en effet était très intéressante. Il y a une première question que je vais essayer de retranscrire parce qu'elle est un peu assez synthétique. On demande si finalement l'appareil est efficace aussi sur les tensions, les douleurs que peuvent ressentir les patients. Ça, on ne sait pas hein, en soi. Efficace sur les tensions, c'est ça? Ouais, efficace sur les tensions. douleurs. Ah, c'est ce que je et si vous voulez préciser votre question, peut-être je. Ouais. Oui, peut-être. Est-ce que vous avez mis dans vos critères, est-ce que vous avez mis quelque chose pour qui aille mesurer la tension ou la douleur? Alors, concernant la douleur, c'est-à-dire par exemple, on n'a pas d'échelle d'évaluation de la douleur. Il y a une évaluation peut-être même pas non plus des rétractions. Non plus, il y a pas ça fait pas partie du tout de et puis bon, comme c'est surtout un appareil, enfin dans le cadre de notre étude, nous qu'on utilise surtout pour le tronc en fait, hein, pour les érecteurs rachidiens, ça aurait été par exemple pour les membres inférieurs, on aurait pu plus tester les rétractions ou alors les douleurs, mais là il n'y a pas d'évaluation. Donc la seule chose qu'on sait, c'est que le seul impact en fait que ça peut avoir, c'est surtout sur la fatigabilité, parce qu'en fait, l'isocinétisme, c'est quand même un effort intense.
Donc, du coup, c'est surtout ça, c'est la fatigabilité qui peut résulter du renforcement sur l'appareil isocinétique. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question, mais si je pense, en fait, on a une précision, c'était est-ce que l'appareil provoque des tensions et des douleurs? Ok. Mais la réponse est... Alors, normalement, s'il n'y a pas de douleur ni de rétraction dès le départ, elle n'est pas censée provoquer des douleurs ni des rétractions. Comme j'ai dit, en fait, il y a une contre-résistance qui s'applique, mais la contre-résistance, elle est adaptée à la force que le patient met. Donc, plus il va mettre de la force, plus la contre-résistance sera forte. Sinon, s'il met une force moindre, en fait, la machine, elle sera très légère, en fait, dans le mouvement. Ok, d'accord. Merci. Deux autres petites questions. Il y en a une qui rejoint une que je voulais vous poser. Combien de patients avez-vous déjà inclus? Est-ce que vous avez l'impression ou est-ce que vous avez déjà eu une analyse intermédiaire qui montrerait peut-être l'efficacité de cette technique ou le sentiment que cette technique fonctionne particulièrement? Et dans le même temps, ça fait beaucoup de questions, mais je répéterai si jamais. Est-ce que les patients, ils adhèrent bien aux exercices d'auto-rééducation à la maison? Ça, c'est une question que je me posais aussi. Alors, première question. Donc, pour l'instant, alors l'étude est en cours, hein, puisque on l'a commencé en juillet 2022. En juillet 2022, donc l'étude est en cours et pour l'instant, nous avons inclus 14 patients. Donc, et on a prévu d'en inclure 30 en tout. Ça, c'est pour la première question. Et la deuxième question, est-ce que les patients font les exercices d'auto-rééducation? Moi, je vérifie, en fait, à chaque fois qu'ils viennent, puisque le carnet d'auto-rééducation leur est donné, mais je leur demande à chaque fois de revenir, à chaque séance, de venir avec le carnet d'auto-rééducation et de cocher les jours et l'heure à laquelle ils ont fait leur auto-rééducation. Donc, d'une manière générale, oui, dans la majorité, oui, ils le font. En majorité, oui, ils le font. Bon, ils sont libres de faire l'auto-rééducation un peu comme ils veulent dans la semaine, hein. C'est vrai que bon, on aurait voulu que ce soit peut-être plus continu, mais on ne va pas leur imposer non plus ça. Donc, du coup, ils peuvent le faire, ils viennent en général le lundi et le jeudi. Donc, l'auto-rééducation, ils peuvent le faire le mardi ou le mercredi ou le vendredi. Et même, ils ont la liberté aussi de le faire le week-end. L'essentiel, c'est qu'ils aient quand même fait 2 séances d'auto-rééducation pour entretenir l'activité, quoi. Donc, mais en général, ouais, ils adhèrent bien. Ils adhèrent bien. C'est arrivé qu'il y en ait qui n'aient pas adhéré ou qui, voilà. Mais, et puis, ce qui est bien aussi, c'est que on a aussi des patients qui sont assez entourés et qui sont encouragés par leur famille à faire. Donc, mais en général, ils s'adaptent. D'accord, merci beaucoup. Et sur peut-être des résultats visibles déjà pour l'instant, est-ce que vous voyez quelque chose de avec votre œil de kiné expert du coup, etc. Comment les choses évoluent, vous trouvez? Non, là, on n'a pas encore fait vraiment d'analyse intermédiaire, non, du tout. On a des retours peut-être individuels, mais des retours des patients même qui peuvent nous dire que bon, voilà, ça leur a fait du bien, mais pas d'analyse vraiment à proprement parler. 14. Ok, parfait, merci. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Juste peut-être une petite dernière avant de passer la main à Mariola. Est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous diriez de cette expérience de recherche clinique? Est-ce que c'est déjà une première expérience? Et puis voilà, comment… Alors oui, alors pour moi, enfin, on va répondre pour les deux, mais pour nous deux, mais pour moi, c'est une première expérience. Et je trouve ça
très enrichissant. Et vraiment, je suis satisfaite d'avoir pu reprendre ce projet en cours et voilà, et assez déterminée à le mener à son terme, parce que ça n'a pas toujours été évident, mais sinon, voilà, l'équipe est quand même bien rodée. Maintenant, donc on va arriver au bout, et moi je trouve ça très, très, très bien, très enrichissant. Ça donne envie d'en faire d'autres. En tout cas, moi, ce que je pouvais rajouter, je sais pas si tu m'entends, parce que je suis sur leur micro. Oui. Vous m'entendez quand même? Ok. En tout cas, si on peut regarder dans ma présentation où je mets la liste des études portées par des paramédicaux ou les projets, eh ben, en fait, on remarque que c'est beaucoup des collègues de Sophia et d'Aurélie, parce qu'en fait, elles ont créé une émulation. Et d'ailleurs, Mariola aussi, dans son service, c'est là où il y a d'autres projets paramédicaux. Et dans le mien aussi. Hein. Donc, c'est vrai qu'au début, peut-être que ça fait peur, la recherche pour les paramédicaux, mais quand les collègues voient que ça existe et qu'on en fait, ça donne envie et ça crée des projets. Oui, c'est vrai. Ah, mon expérience. Eh ben, pour ma part, en fait, oui, c'est une expérience très enrichissante. Effectivement, moi, je suis arrivée dans le service où il y avait le projet qui était en cours de préparation. Et bon, tout de suite, ça m'a interpellée, ça m'a intéressée et j'ai voulu me positionner dessus. Et oui, c'est très enrichissant. Et comme dit Sophia, ça donne envie d'en faire d'autres. Donc, c'est plutôt pas mal. Bah, merci pour ces paroles encourageantes et bonne continuation. Hein. On attend de voir les résultats et que vous puissiez inclure, parce que manifestement, c'est un petit peu ça qui a l'air d'être un peu long. C'est peut-être les critères d'inclusion qui sont très sélectifs. Donc voilà, mais bonne continuation et puis merci pour la présentation. Merci. Merci à vous aussi pour l'invitation. Donc normalement, j'ai passé la main à Mariola. Alors là, j'ai réactivé votre micro normalement. Voilà, ça a été activé. Par contre, je ne peux pas encore partager mon écran. Je ne vois pas où le faire pour le moment. Chez moi, il est marqué que le présentateur a le contrôle, donc normalement. D'accord. Je pas dit là pour partager mon écran pour le moment, mais bon, avant c'était bien fait ça. Là, je ne peux pas. D'accord. Est-ce que vous voyez les diaporamas? Non. Peut-être je vais redésigner, je vais vous redésigner. Excusez-nous les participants, on a toujours des fois quelques petits problèmes techniques, mais on va arranger ça. En fait, je n'ai pas l'option que j'avais avant pour partager mon écran. Je ne la vois pas affichée comme avant. Là, je vous ai renvoyé une invitation. Pour me reconnecter? Non, pour normalement qui vous désigne comme présentateur, comme présentatrice, pardon. Dans tous les cas, je n'ai pas reçu. Ah, je ne sais pas quoi faire.
je l'ai pas reçu, j'ai pas la main. Enfin, je ferme là. Bon, je vais essayer de fermer. Est-ce que là, ça a changé quelque chose? Je vais changer peut-être. Sur juste en dessous, là où vous coupez votre micro, il n'y a pas un petit carré gris? Sinon, je vous envoie, enfin, je vous donne enfin le diaporama et vous le passez parce que sinon, enfin, je vois pas Oui. comment faire. Oui, Enfin, en attendant, c'est ça, si vous pouvez le faire. Voilà. Donc, j'envoie Sophie. Les participants, vous pouvez continuer à poser peut-être des questions d'ordre général si vous, en attendant que je reçoive le fichier de Mariola. Moi, je l'ai. Je peux peut-être le passer. Aussi, si tu peux, Si Céline. Mariola me donne un petit… Oui, ce sera plus rapide. Merci, Céline. Je te redonne la main, du coup, Céline. Je pense que c'est aussi un problème de l'ordi. Enfin, il est trop lent. Voilà. Céline, normalement, je t'ai repassé la main. C'est bon, on a la présentation à l'écran. Mariola, vous pouvez démarrer. D'accord. Bah, moi, je le vois pas. Je vois pas les diaporamas. Peut-être passez-le sur votre écran, même si pour vous faciliter la tâche, et vous pouvez le faire. Et c'est Céline qui fera défiler les diapos. Là, on a la page de présentation de votre étude. Bon, si vous le voyez, je vais essayer de faire comme ça. Vous voyez la première diapo, c'est ça? Parce que moi, je vois rien. Donc, je veux ouvrir à part une autre fenêtre là avec le diaporama. Oui, on voit la première diapo de présentation avec l'acronyme et puis le titre. Parfait. Bah, je vais essayer de faire comme ça. Donc, merci Céline, je te laisse passer les diapos parce que je vois vraiment rien. Je sais pas où on est. Donc, bonjour à tous et toutes. Hein. Donc, je vais vous présenter les projets Valrestic. Enfin, c'est un projet qui est sur la validation de l'échelle d'évaluation de la cicatrisation des plaies. Donc, voilà, enfin, deuxième diapo, je vous ai mis enfin, les contenus. Il ne faut pas s'attendre de cette présentation à un projet fini. Enfin, c'est un projet qui est en cours, qui est financé par les CHU de Martinique. Donc, on est toujours, je pourrais vous parler d'introduction, matériel et méthode, enfin, et du projet en lui-même, mais on n'a pas encore des résultats, enfin, discussions, conclusions. J'espère que prochainement, on pourra présenter enfin, des résultats de ce projet. Donc, comment j'ai structuré cette présentation, diapo 3. Donc, je vais vous parler un peu de l'étude, enfin de l'étude Valrestic, enfin de l'échelle ResDesh 2.0. Je veux simplement parler un peu, survoler un peu les étapes d'un projet de recherche, celui-ci, mais peu importe d'autres projets de recherche, vont passer un peu par les mêmes étapes, surtout si on veut avoir un financement. Je parlerai du contexte du projet, l'objectif et hypothèse de la recherche, un petit schéma de la recherche, quels sont les critères d'évaluation et les retombées attendues de ce projet. Donc, étude Valrestic, en fait, sur l'échelle ResDesh 2.0. Diapo 5, je ne sais pas si on est au même endroit.
Donc, l'intitulé en fait de ce projet est validation transculturelle et psychométrique de l'échelle RESVECH 2.0 pour l'évaluation des plaies chroniques aux Antilles françaises. C'est peut-être un peu long, mais voilà, enfin, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec la validation des échelles d'évaluation. En fait, si il y a une échelle qui a été construite en langue, peu importe, anglaise, enfin, les cas de cette échelle RESVECH 2.0, il a été conçu en espagnol. En fait, ça fait l'objet en fait d'une thèse d'un infirmier en Espagne, à l'université d'Alicante. Donc, voilà, ben, il a conçu une échelle qu'il a appelée RESVECH 2.0. Donc, pour pouvoir l'utiliser en France, on est obligé, enfin, en France, on va dire un contexte français, parce que bon, il y a des particularités des Antilles. C'est pour ça que vous avez évaluation des plaies chroniques aux Antilles françaises. Donc, il faut passer par 2 étapes. Donc, la première étape, ça va être la validation transculturelle ou la validation culturelle d'une échelle d'évaluation. Et la deuxième étape, c'est la validation qu'on appelle enfin le psychométrique. Donc, il faut mesurer les propriétés psychométriques de la nouvelle échelle qui a été traduite à notre langue. Donc, et pour cela, on doit faire une étude observationnelle. Enfin, nous, on fait avec ce projet une étude observationnelle longitudinale prospective. Et dans notre cas, il est monocentrique, uniquement au CHU de Martinique. Donc, les projets de recherche, vous le savez déjà, enfin, c'est pas facile. Enfin, on pourrait mettre encore plus d'étapes ici, mais c'est vrai que c'est quelque chose, enfin, qui est un peu, enfin, on va pas dire qui n'est, enfin, oui, qui n'est pas facile. Enfin, on a besoin aussi d'avoir un peu d'aide. C'est pour ça que ici, au CHU de Martinique, comme Céline vous a dit, on est vraiment accompagné par la DRCI. Donc voilà, avec des méthodologistes, des attachés des recherches cliniques. Donc on a vraiment un soutien parce que sinon seul c'est vraiment impossible. Donc ça commence par une idée, enfin d'un projet. On fait notre première recherche bibliographique en état des lieux. Pourquoi j'ai voulu valider cette échelle? Est-ce qu'elle avait déjà des bonnes propriétés psychométriques dans sa langue originale? Donc voilà, ben, on commence la recherche des collaborateurs dans le service, ou voilà, ben, si on veut faire des études enfin, avec des autres hôpitaux, voilà. On fait une première rédaction de la lettre d'intention. Donc cette lettre d'intention a été acceptée dans les cadres de l'appel du CHU, donc une appel d'offres locale. Une fois que ça a été accepté, on a dû rédiger notre projet complet à l'aide du méthodologiste, de l'attaché des recherches cliniques de la DRCI. Et bon, ben, finalement, les projets ont été acceptés. Donc, une fois qu'on a les acceptations, ben, bien sûr, on n'a pas parlé de consentement, mais il faut voir, enfin, si ça rentre dans les aspects, enfin, légal, doit garder, on doit regarder, est-ce que le patient doit signer un document de consentement de non-opposition, voilà. Donc, on envoie tous les documents au comité de protection des personnes, au CPP, donc ça doit être accepté. Et une fois que tous les documentations, enfin, techniques, légales sont acceptées, on peut démarrer l'étude. Donc, cette étude a démarré, comme je vous ai dit, par la validation culturelle de l'échelle. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc, après cette validation culturelle de l'échelle, je vous parlais des étapes, il y aura une validation psychométrique. On n'est pas arrivé à ces points, ben, on est là, mais on a déjà parcouru un schéma quand même assez lourd. Et on veut commencer à la fin de l'année avec l'inclusion des patients. Et après, on aura l'analyse des résultats de la recherche à faire, enfin, la diffusion de résultats, etc. Donc, pourquoi faire cette étude? Enfin, je vous parle un peu du contexte. Je ne sais pas si Céline a pu changer les diapos. Donc, ça commence en fait par l'ouverture du centre de cicatrisation Madicicat en septembre 2019 en Martinique. On n'avait pas des centres de cicatrisation sur l'île
et pas au CHU. Donc, on est ouvert depuis 2019. Pourquoi? Enfin, parce qu'on a des problèmes. Enfin, j'imagine que comme un peu comme partout en France, on a beaucoup des plaies chroniques. Et bon, on sait qu'ici en Martinique, en plus, on a un problème rajouté avec les problèmes du diabète parce que on avait un taux d'amputation du membre inférieur 1,3 fois plus élevé qu'en France métropolitaine. Il faut savoir que en général, dans un contexte mondial, enfin seulement de 50 à 60% des plaies cicatrisent complètement. Donc, il y a beaucoup de plaies enfin, qui sont chroniques, qui restent chroniques ou qui vont récidiver dans peu de temps. Enfin, on ne voit pas vraiment une cicatrisation. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études enfin, par rapport à la plaie, au pansement, au matériel enfin, qu'on peut utiliser pour soigner la plaie. Mais on n'a pas vraiment d'études sur les outils d'évaluation de la plaie. Donc, comme je vous ai dit, enfin, je fais une petite recherche bibliographique. J'ai vu qu'il y avait une échelle qui avait été construite pour faire les monitorages de l'évolution d'une plaie chronique. Et notamment, en fait, c'est pour faire les suivis, les monitorages des plaies, enfin, du pied diabétique, enfin, des escarres et des ulcères des jambes. Donc, elle a été créée en 2010 et elle comporte 6 items avec des différentes modalités de réponse qui vont de 5 à 14. Enfin, 6 items, enfin, ça c'est très important parce que c'est vrai que en clinique, on n'a pas beaucoup de temps de remplir des échelles. Donc, 6 items, enfin, ça prend environ, enfin, on a fait des tests aussi, et ça prend pas plus de 5 minutes à remplir cette échelle. Donc, ça peut peut-être enfin, aider le suivi, enfin l'évaluation, enfin de la plaie. Elle va être évaluée, enfin la plaie, elle va avoir un score, enfin de 0 à 35. Donc 0 c'est plaie cicatrisée et 35 c'est la dégradation maximale possible de la plaie. Donc cette échelle, elle a été validée en langue espagnole et en langue portugaise, mais je vous ai mis là, enfin oui, elle a été validée en langue espagnole parce qu'elle a été construite en Espagne, elle a été conçue en Espagne, elle a été validée en Colombie, enfin on peut pas dire qu'elle est validée en espagnol, on peut l'utiliser partout, enfin dans tous les endroits où on parle l'espagnol. Donc pareil, enfin elle a été validée en langue portugaise au Portugal et au Brésil. Et voilà, ben, à ces jours, il n'existe pas d'échelle de ce type validée en langue française. Enfin, ça soit en France, au Québec, enfin Belgique, enfin peu importe. Donc, pourquoi est important d'utiliser ce type d'outils? En fait, je pense que vous le savez que le paramètre les plus répandus pour l'évaluation de la cicatrisation d'une plaie est, pardon, est la taille de la plaie. Donc, ces paramètres, il est unidimensionnel et ne prend pas du tout en compte la complexité du processus de cicatrisation. Donc, la taille de la plaie, c'est longueur par largeur. Et après, bon, bah, on va noter dans un document de suivi, enfin, quels sont les tissus qu'il y a dans la plaie. Donc, cette échelle RESVECH, elle tient compte des différents paramètres qui sont en lien avec la cicatrisation d'une plaie. On passe à la diapo. Objectif et hypothèse de la recherche. Donc, notre objectif principal est de réaliser l'adaptation culturelle et la validation psychométrique de l'échelle RESVECH 2.0. Donc, l'hypothèse est que l'échelle RESVECH 2.0, après adaptation dans les contextes culturels des Antilles françaises, aura des bonnes propriétés métrologiques permettant d'évaluer l'état d'une plaie chronique. Donc, schéma de la recherche. Comme je vous ai dit, c'est une étude en 2 parties, validation culturelle ou transculturelle, pour lequel on a fait enfin, une étude qualitative. Donc, on passe à la diapo. Je voulais vous montrer le schéma.
En fait, c'est un auteur, enfin dans l'année 2000, enfin Beaton, qui a proposé ces schémas pour la traduction de toute échelle, enfin d'évaluation, enfin de la santé, enfin que ce soit des plaies, que ce soit enfin de la marche, enfin des risques d'escarre, enfin vous connaissez pas mal d'échelles d'évaluation. Donc, il propose ces schémas avec 6 phases différentes qu'on a déjà pu faire. Donc, il y a des traductions initiales, 2 traductions indépendantes avec 2 traducteurs, enfin de la langue, enfin qui connaît la langue originale de l'échelle, pardon, et qui va traduire à la langue de nos souhaits, enfin donc le français. Donc ça a été traduit en langue française, et il y a toujours un des 2 traducteurs qui sont vraiment au courant des objectifs attendus de l'instrument d'évaluation. Et l'autre traducteur, il doit être un traducteur naïf, d'accord? Donc, phase 2, il y a une synthèse, résoudre des problèmes entre les 2 traducteurs, enfin des problèmes enfin de langage. Hein. J'ai mis ces mots ici, voilà, je suis pas traductrice, mais voilà, enfin c'est un peu ça. Et voilà, phase 3, il faut faire des rétro-traductions. Donc, on a besoin des traducteurs de leur langue originale, enfin de l'échelle, pour faire la rétrotraduction, ça veut dire du français cette fois-ci vers à nouveau, enfin vers l'espagnol. Donc 2 traductions et pareil. Enfin, il y a des résolutions du problème, des divergences entre les traductions. Après, il y a un comité d'experts, enfin qui fait un petit point, et finalement, on doit tester sur 30 à 40 sujets la nouvelle échelle, hein, la traduction de l'échelle, pour étudier la compréhension des items. Donc, on fait une dernière analyse, et à ces moments, l'échelle elle est prête pour pouvoir l'utiliser, mais l'utiliser pour faire la validation psychométrique. D'accord? On a changé l'échelle, on a changé les langues, donc ça ne veut pas dire que ça va mesurer les mêmes choses que ça mesurait en espagnol. Il faut la valider psychométriquement en langue française. Donc, on passe à la partie étude observationnelle pour la validation psychométrique. Donc, étude observationnelle longitudinale, prospective et monocentrique. Donc voilà, on n'est pas arrivé à ces points. Je continue à vous parler du projet, mais pour le moment, on n'a pas eu d'inclusion du patient. Enfin, je vais vous dire comment ça va se passer. Donc, quels patients on doit inclure dans ce projet? Donc, les critères d'inclusion sont faciles. Enfin, c'est des patients adultes qu'on voit dans notre centre de cicatrisation, porteurs d'au moins une plaie chronique des membres inférieurs, et patients qui acceptent de participer à l'étude. On a juste mis un critère de non-inclusion qui nous semble important, c'est l'ischémie critique. Là, on sait que la plaie, elle ne va pas cicatriser, donc elle va fausser. Enfin, si on a une ischémie critique, enfin, ça va fausser en fait tout le résultat de l'étude. D'accord? L'échelle ne va pas nous donner enfin des résultats, peut-être enfin des prédictions de la cicatrisation, etc. Donc, avec l'aide du méthodologiste, on a déterminé qu'on a besoin de 120 patients. Pourquoi? Parce que bon, enfin, je vous ai mis là l'auteur, enfin, Falizar en 2008 a dit que pour valider une échelle, il faut entre 5 et 20 patients par item. Nous, on a 6 items dans l'échelle RESESH, donc on a estimé qu'avec 120 patients, enfin, on a fait les calculs en fait, du risque, etc. Donc, on a estimé qu'avec 120 patients, c'est bon pour notre étude. Donc, 18 mois, c'est la période d'inclusion enfin, des patients. Les suivis des patients 2 mois et demi, parce qu'on va leur voir 3 fois. Et la durée totale de la recherche, ça sera environ de 20 mois, enfin, de la recherche à partir de
notre inclusion, enfin de l'inclusion de nos patients. Là, pour le moment, on a fait la partie validation culturelle, mais pas la psychométrie. Donc, on passe la diapo. On a 3 visites, comme je vous ai dit. On va voir les patients à jour 0, à jour 15 et à jour 75, enfin, simplement pour que ça soit assez éloigné dès la première visite. Pourquoi on a mis 15 jours? Parce que c'est vrai que la première fois qu'on voit les patients chez nous, on a l'habitude, en fait, pour réadapter les protocoles de soins, on a l'habitude de voir les patients à peu près à 15 jours. D'accord? Donc, il faut vous dire que nous, au centre de cicatrisation Madicicat, on a un hôpital de jour. Donc, on fait venir les patients en hôpital de jour pour faire un bilan complet enfin de l'étiologie de la plaie. Donc, dans ces bilans, on a des examens qu'on fait en pratique courant. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à le voir dans les petits tableaux, enfin, mais c'est des examens, enfin, comme, enfin, on prend la tension, mais on a marqué, enfin, dans des examens qui sont des pratiques courantes, des paramètres qui vont être discriminantes. Par exemple, l'état nutritionnel, enfin, l'albuminémie, on sait qu'elle est responsable du retard de cicatrisation, donc ça peut altérer d'une certaine façon le résultat d'évaluation, enfin de cette échelle. Donc, on a aussi la CRP sanguine pour déterminer aussi les statuts inflammatoires. Enfin, ces statuts inflammatoires peuvent aussi dégrader la plaie, voilà. L'ostéite, qu'on va mesurer à partir d'un contact osseux-positif et des signes radiographiques. Et la teinte artérielle, donc des valeurs d'UPS supérieure à 0,5, on le tiendra en compte, et inférieur à 0,5, comme on est dans les cas d'une ischémie critique, ben, on n'inclut pas les patients. Donc, l'échelle RESVEJ, comme je vous ai dit, on doit la passer lors de l'inclusion et à la visite, à la première visite au jour 15 et à la deuxième visite au jour 75, qui est la visite de fin de la recherche. Donc, pour les critères d'évaluation, pour la validation transculturelle, c'est la production, enfin, d'une version prenant en compte les réalités ethnoculturelles antillaises. Et pour la validation psychométrique, on n'a pas le temps de vous parler de tous les paramètres, mais voilà, on va mesurer ce qu'on mesure dans une échelle d'évaluation, enfin la faisabilité, l'acceptabilité, la validité, la fiabilité et la sensibilité au changement. Quelles sont les retombées attendues? Mettre à la disposition des professionnels de santé un outil validé pour évaluer et surveiller l'évolution d'une plaie qui prend en compte les aspects multidimensionnels de la plaie. Donc, ces aspects, enfin, qui sont dans l'échelle RESVEJ 2.0, ce sont les dimensions, la profondeur, les états des berges, les types de tissus dans le lit de la plaie, l'exsudat et des signes d'infection. Donc, dans chaque item, dans chacun de ces items, il y a aussi enfin, des sous-items, on va dire. Enfin, voilà. Donc, les dimensions, on a 7 items différents à mesurer. La profondeur, on a 5. Pour les berges, on a 5 aussi. Les types de tissus, on a 5 items aussi. Sur l'exsudat, encore 5. Et sur les signes d'infection, inflammation, on a 14 items à évaluer. Et voilà, donc il y a peut-être encore plus de choses à dire, mais je vous laisse poser des questions. J'ai mis une dernière diapo. Donc, je suis Mariola Cano-Sanchez, vous avez mon mail et je vous invite aussi à utiliser ECARE, enfin la cartographie de la recherche en soins. Vous pouvez aussi trouver mon profil sur ECARE. Et voilà, merci à tout le monde et je vous laisse poser des questions si vous en avez. Merci beaucoup, Mariola. Je ne sais pas si Jean a vu s'il y avait déjà des questions.
Alors, pas encore de questions pour vous, mais moi j'en ai une, peut-être pour commencer. Est-ce qu'il y a plusieurs juges qui vont évaluer les plaies dans la validation de l'échelle? Je t'entends pas. Il y a plusieurs juges qui vont évaluer les plaies pour valider. Oui. Combien d'experts qui vont faire la passation de l'échelle? Oui, en fait, on est l'équipe du centre de cicatrisation Madici-4. En fait, je suis l'investigateur principal, mais il y a aussi des co-investigateurs. Donc, les médecins sont des co-investigateurs. Ils vont passer cette échelle, mais aussi les 7 collègues infirmières qui sont dans les services. Donc, avant de commencer l'inclusion des patients, on fera un petit point simplement pour voir si tout le monde a la même vision de cette échelle. Et comment, parce que parfois, il y a peut-être des subtilités, vous le savez, dans la plaie, c'est combien, beaucoup d'exudats. De toute façon, tout ça, c'est expliqué aussi dans les modes d'emploi de l'échelle. Il y a un mode d'emploi de l'échelle. Ok, super, merci beaucoup. C'est hyper intéressant. La validation d'échelle, ça fait partie de la pratique fondée sur les preuves, et donc ça, c'est ce qu'il faut prôner pour améliorer la qualité des soins. Donc c'est vraiment super comme projet de recherche aussi. Il y a une question dans le chat sur la partie culturelle qui a eu du mal, l'adaptation culturelle qui a eu du mal à être peut-être un peu comprise. Est-ce que vous pourriez redétailler un petit peu, expliquer en quoi ça consiste ou en dire plus en tout cas sur la partie culturelle? La partie des évaluations culturelles ou transculturelles, en fait, imaginez-vous que vous voulez utiliser cette échelle en France. Après, les langages, on va dire, les sciences de la santé, ça ne change pas beaucoup. Cette échelle, elle est assez simple, mais pour certaines échelles, ça peut vraiment, vraiment, vraiment changer. Donc, j'imagine, par exemple, quand on fait des tests, des 5 mots, pour les personnes, quand on est en train de faire un dépistage des troubles cognitifs, on dit des mots, par exemple l'écureuil, il n'y a pas d'écureuil dans les Antilles, donc voilà, il y a des choses qui peuvent changer dans certaines échelles d'évaluation. Dans cette échelle d'évaluation, a priori, on n'aura pas beaucoup de changements, mais c'est conseillé de adapter culturellement, pas que la langue, de faire une adaptation culturelle aussi, si on veut l'utiliser en France ou si on veut l'utiliser au Québec ou en Belgique, parce qu'il y a des petits mots qui peuvent peut-être changer et être compris différemment et changer complètement l'essence de l'échelle. Donc, je vous invite vraiment à faire très, très, très attention parce que parfois, on a l'habitude de prendre des échelles. Voilà, j'ai vu cette échelle qui peut être intéressante. Elle a été conçue en langue anglaise. Je suis fort en anglais et j'ai fait ma propre traduction. Vous trouvez pas mal d'échelles, traduction propre ou traduction par l'équipe, voilà, mais il n'y a pas eu un processus de recherche pour valider l'échelle. Donc attention, si vous êtes dans un contexte de recherche, il ne faut pas utiliser des échelles qui n'ont pas été validées scientifiquement. Donc, vous avez des doutes sur le processus de validation culturelle. En fait, il y a juste les 6 étapes à suivre. Donc, traduction par des traducteurs, et des personnes qui sont vraiment, qui connaissent les deux langues, des rétrotraductions, des comités d'experts et un test avec l'échelle déjà traduite, un test par des professionnels. Et par exemple, dans votre situation, le traducteur, est-ce qu'il y avait un des traducteurs qui était en plus antillais? En fait, Madame Minchaka, elle a participé à la traduction. Donc, elle n'est pas antillaise, mais ça fait des années qu'elle est ici. Donc, Non, en tout cas, c'est vrai, merci pour le rappel. On avait déjà eu un webinaire sur la validation d'échelle, mais c'était aussi sur le plan psychométrique. C'était une équipe de Limoges, de trouillomètre, il me semble.
Donc, il y avait eu un petit point méthodo, mais des rappels comme ça, et notamment sur la partie traduction, je trouve que c'est vraiment intéressant. Vous l'avez fait de façon pédagogique. Et puis le schéma récapitulatif de l'ensemble du processus recherche, enfin des étapes de la recherche aussi, c'était sympa. Vous avez de belles qualités de présentation, en tout cas. C'était Merci. bien. J'ai vu qu'il y avait un petit PhD adossé à votre nom. Vous êtes. Je suis en cours, enfin, pas fini. D'accord. C'est avec ce sujet-là en particulier? Pas vraiment, non, 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 non. C'est plus, enfin, la biologie. Ok, merci. Du coup, deux autres petites questions. Le projet a l'air dense d'un bout à l'autre. Vous pensez que ça va mettre combien de temps depuis le tout début jusqu'à la fin? Je n'ai pas compris, je vous entends pas trop bien. Ah, mince. Je ne sais pas si c'est pas moi. Oui. Peut-être Sophie et Sophie. Oui, la question c'était combien de temps vous pensez que ça va prendre combien de temps en tout pour finaliser le projet? Si on commence les inclusions et avec la prévision enfin, des patients, enfin, on voit la première visite, elle est en hôpital de jour. Donc, on voit que 5 patients en hôpital de jour par jour. Donc, on avait fait des calculs en fait, pour finir vraiment dans 18 mois. Sachant qu'on n'allait pas pouvoir inclure en fait tous les patients d'hôpital de jour, ça veut dire les 5 patients d'hôpital de jour, les 5 jours de la semaine. Et la partie traduction, ça a pris combien de temps? La partie traduction, en fait, ça prend pas de temps. Enfin, c'est simplement que ça a traîné un peu par rapport aux différents événements. Enfin, les projets ont été financés juste avant la Covid, donc finalement tout a été arrêté. Donc, mais non, non, non. Enfin, une traduction, une adaptation culturelle, enfin, ça prend du temps pour juste trouver enfin les traducteurs. Mais une fois qu'on a les traducteurs, c'est les temps des traductions et les temps enfin enfin des réunions du comité d'experts qui ne durent pas. Enfin, après, ça peut être aussi enfin des échanges par mail avec des observations. Si on peut pas faire vraiment une réunion, voilà. Donc, ça prend pas du temps. Enfin, ce qui prend plus de temps, c'est la passation finale de l'échelle, enfin, par les experts, enfin, par les personnes expérimentées. Enfin, dans ces cas, c'est des infirmières, enfin, du centre de cicatrisation. Donc, voilà, on fait les tests sur une trentaine des patients. Ça dépend aussi des volumes enfin, des patients que vous voyez. Enfin, nous, dans notre centre de cicatrisation, on peut assumer vraiment ces volumes des patients. Si vous voulez valider une échelle et vous voyez que 2 patients par semaine, enfin, ça va être un peu plus compliqué. Ok, merci beaucoup. Deux petites questions encore. Les inclusions, elles seront bien faites que au centre hospitalier universitaire de la Martinique? Je pense qu'il y a, je ne sais pas s'il y a un petit problème avec votre micro. Oui, Oui, je vous écoute, Sophie. Peut-être que vous l'avez entendu. je rouvre la question. Est-ce que les inclusions auront lieu uniquement au CHU Martinique? Et les inclusions sont uniquement enfin, des patients qu'on voit au centre de cicatrisation. Voilà, et vous pouvez pouvoir démarrer quand la première inclusion? Ben, on espère démarrer. En fait, on a eu des problèmes. Enfin, on a eu l'hôpital de jour fermé, donc voilà, ben, c'est ouvert depuis peu. Donc, on commence, on attend pour commencer là octobre-novembre. Donc, c'est le temps d'organiser tout, enfin, imprimer encore tous les consentements, enfin, la note d'information. Voilà. Enfin,
Il nous faut juste sortir tous les papiers actualisés pour pouvoir redémarrer. C'est la même question que pour vos deux collègues. Quelle est votre expérience en termes de recherche clinique? Enfin, comment vous le vivez? Est-ce que vous encouragez vos collègues dans ce sens? Oui, ben, en fait, j'étais, enfin, d'une certaine façon, enfin, responsable de promouvoir la recherche dans mon service. Enfin, comme je vous ai dit, c'est un service, enfin, des récentes ouvertures. Donc, j'essaye d'encourager, enfin, mes collègues. Là, récemment, dans le dernier appel, on a eu aussi un financement pour un projet musicothérapie lors de la détertion des plaies, en fait, pour les soulagements de la douleur. Donc, ce projet, il a été aussi financé. Et voilà, mon rôle dans les centres de cicatrisation, c'est pas que faire la recherche. Moi, je suis passionnée par la recherche, sinon j'aurais pas entamé, enfin, d'autres projets ou la thèse ou voilà. Enfin, je participe aussi dans les formations, enfin, d'IPSI, d'école d'IBOD, enfin, sur les sujets, enfin, recherche. Donc, moi, mon rôle est vraiment de motiver, enfin, les personnes qui sont autour de moi et leur dire que voilà, la recherche, c'est pas la recherche paramédicale, c'est pas quelque chose d'impossible. On peut le faire. La preuve, voilà, vous avez vu Sophia, pardon, Aurélie et d'autres collègues qui sont partout en France qui sont lancés dans des projets de recherche. Donc, voilà. Mariola est modeste car elle a totalement fait la réingénierie de la formation recherche à l'IFSI. Bon, on sent quelqu'un de très, très motivé. Les étudiants infirmiers doivent être chanceux, alors on les envie, c'est bien. On avait vu des fois, il y a aussi des tests d'expérimentation aussi dans l'Hexagone. Donc, mais c'est bien de voir que ça monte comme ça au niveau voilà, que l'enseignement est pris très, très au sérieux. Donc, c'est très encourageant. Bon, en tout cas, merci à Mariola et Sophia Aurélie pour les présentations. Peut-être que Céline, tu veux dire quelque chose pour conclure. Nous, quant à nous, je ne sais pas, on n'a pas la date du prochain webinaire. On vous le dira très rapidement. Par contre, peut-être que certains d'entre vous participent au colloque interrégional du CHU de Limoges le 29 septembre. Donc, à ceux qui seront présents, on dit à très bientôt et sinon à la prochaine. Merci. Merci à vous aussi. Eh bien, moi, je voulais remercier nos chercheuses qui ont accepté au pied levé de relever ce défi pour certaines. Je crois que Mariola, il y a des… ça résonne dans ton micro. Oui. Voilà, non. Donc voilà, oui, en fait, comme disait Mariola, les paramédicaux souffrent un peu en fait de la recherche et grâce voilà, à certaines personnalités qui vont commencer à faire de la recherche, ça va créer une émulation dans leur service. Des gens dynamiques comme Mariola vont aller toquer à la porte des instituts de formation pour d'une part faire la réingénierie pour les futurs infirmiers je suis plus là. Et aussi à l'école d'IBOD. Enfin voilà, c'est petit à petit, on va probablement réussir à créer une émulation autour de ça en gardant un petit peu un noyau dense de ceux qui ont déjà commencé à faire de la recherche. Et puis, c'est vrai que la coordination générale des soins a l'intention de refaire la sous-commission avec des ateliers d'écriture. Parce que c'est vrai que pour l'instant, en fait, il faut que j'accompagne les gens un par un. Et ce serait plus pratique si on pouvait faire en atelier. Et voilà. En tout cas, je remercie ceux qui essayent d'en faire malgré tout. Et je remercie le GIRSI d'avoir mis en lumière leurs travaux. Et puis, pour ceux qui sont en ligne et qui sont au CHU de Martinique ou sur le territoire martiniquais, je vous invite à
à déposer des projets de recherche, vous rapprochez de moi si vous le voulez. Et voilà, donc en espérant que ce n'est qu'un début. Bien, merci à tous et à la prochaine fois. Bon mois de septembre à tous, à très bientôt. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt.